Renaud Clavier, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien, et êtes l'auteur du livre Il ne savait pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. Dans cet ouvrage, vous émettez l'hypothèse, partagée par de plus en plus de psychothérapeutes, que Freud a lui-même été abusé sexuellement par son père et que ceci a influencé une de ses théories, discréditant la parole des victimes d'abus sexuels en parlant de fantasmes, ce qui aurait de fait empêché de très nombreuses victimes d'être crues et aidées. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez découvert que Freud avait été victime d'inceste de la part de son père et en quoi cela a influencé son approche des violences sexuelles? Alors, cette découverte, moi, personnellement, je l'ai faite vers 2006, hein, donc en 2022, donc ça date quand même déjà, hein. À la sortie d'un texte qui avait été censuré pendant presque un siècle, pendant un siècle, ça a été censuré, qui étaient les lettres que Freud avait adressées à son ami Fliess. Et il y a eu un premier livre qui s'appelait La naissance de la psychanalyse. Et puis ce livre avait beaucoup de censure. Donc on n'avait que les lettres expurgées. Et puis en 2006 arrivent en France les lettres intégrales. Et moi à l'époque, ça m'avait beaucoup intéressé. Donc j'ai pris les deux et j'ai passé une semaine à comparer les textes. Parce que moi ça m'a passionné tout de suite. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a pu supprimer ? Et c'était facile à voir, enfin facile, c'est beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai pris une semaine, ça m'a pris une semaine à temps plein, parce que il y avait toujours 3 petits points dans la première version, et les 3 petits points signifiaient qu'à cet endroit-là, on avait censuré. Alors, moi j'ai trouvé dedans des tas de trucs qui n'étaient pas très intéressants pour moi, enfin, voilà, qui détestait un tel, on enlevait tout ce qui était un peu négatif, bon, c'est un peu normal, d'enlever ce qui est un peu négatif, bon. Mais ce qui était là le plus important, c'est que était enlevé tout ce qui avait trait aux violences sexuelles, notamment de la part des pères, de l'inceste, tout était enlevé. Et dans ce qui a été enlevé, une lettre, enfin la partie d'une lettre fondamentale, puisque dans cette lettre, Freud parle des symptômes dus aux fellations forcées chez les enfants, des symptômes de la mâchoire, de la bouche, tout ça. Et il dit, mon père a été l'un de ces pervers qui l'a fait à mon frère et à mes plus jeunes sœurs. Et ça, c'était important parce que c'était pour moi une bombe à l'époque. Parce que je l'avais lu nulle part. Donc, parce qu'automatiquement, ça m'a fait réfléchir. Puis je n'étais pas le seul. Mais on n'était pas nombreux, hein, n'empêche. Et puis tout, évidemment... la question, c'est que Freud avait eu 30 opérations de la mâchoire, il avait un cancer de la mâchoire, donc lui, il parlait des problèmes de mâchoire et de bouche. Et puis tout d'un coup, et avec le temps, c'était de plus en plus évident pour moi, et travaillant de plus en plus sur les violences sexuelles et sur l'inceste, que quand un père viole ses enfants, il est rare qu'il épargne... enfin voilà, des fois, hein, il ne touche pas tout le monde, en général, il touche tout le monde. Donc l'hypothèse serait donc que Freud, a été incesté par son père par le mode de la fellation, comme il l'a fait avec ses sœurs, ses plus jeunes sœurs et son frère, et que Freud en soit amnésique, ce qui était énorme. Et moi, ça m'a semblé énorme tout de suite, et j'avoue qu'il ne fallait pas en parler. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une censure, et puis il y avait une censure tacite, c'est qu'on ne pouvait pas en parler. Même encore récemment. Ah mais on ne peut toujours. Toujours pas. Toujours pas, j'ai l'impression qu'on ne peut toujours pas en parler. C'est assez étrange. Et c'est quand même une bombe quand vous avez quelqu'un qui a une théorie quand même mondialement connue et qui est la théorie du tout sexuel. Donc il y avait quelque chose qui faisait désordre. Enfin, on était obligé d'en tenir compte. Et pour moi, à ce moment-là, au fur et à mesure du temps, ça a été la clé de tout ce qui ne collait pas, en fait. Tout ce qui ne collait pas dans la psychanalyse et qu'on ne voulait pas voir. Et qu'on savait que ça ne collait pas et on ne voulait pas le voir. Alors, c'était très compliqué, ce truc-là, parce que maintenant, on est en 2022, et donc les gens n'entendaient pas. Donc moi, quand j'en parlais, on m'envoyait sur les roses, on me disait, c'est pas important, c'est... Alors on m'a souvent servi, mais non, c'était un fantasme de Freud. Puis moi je disais, non, il l'a écrit, il n'a pas dit, je crois que.
Il n'a pas dit « je crois que mon père a fait ça », il dit « mon père a fait ça et c'est terrible ». Alors c'est quand même une différence entre... Bon. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ça et il y a un mouvement, moi, personnel qui est lié à ça. Donc c'est comme, je ne peux pas séparer ça de ma propre vie. C'est-à-dire que moi, je suis psy et psychanalyste avant d'avoir retrouvé la mémoire. Sur ce qui m'est arrivé, moi, enfant. Bon. Ça veut dire que je vais, pendant presque 10 ans, avoir des gens en psy sans savoir que moi-même, j'avais été incesté et abusé. Alors, je savais que j'avais un inceste par mon frère, mais je m'en souvenais à l'âge de 8 ans. Puis ça me semblait pas si important que ça, ce qui était une erreur terrible, mais bon, c'était comme ça. Et puis, il se trouve que je vais retrouver donc la mémoire, et au moment où je retrouve la mémoire, je retrouve donc la mémoire sur les viols que j'ai subis avec mon frère entre 5 et 6 ans dans une pension, et puis après, je retrouve la mémoire sur ce que m'a fait mon frère plus tôt, parce que je me souvenais qu'à 8 ans, mais en fait je vais me comprendre, notamment en faisant de l'EMDR, que ça avait commencé plus tôt. Et puis une série de cauchemars qui continuent encore aujourd'hui vont me montrer qu'il y a un inceste par mon grand-père maternel. Sur mon frère, sur moi et sur, j'imagine, pas mal de monde. Que je travaille encore aujourd'hui parce que c'est pas simple du tout. Surtout quand vous êtes amnésique, tout est compliqué. Tout est très 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 compliqué. Bon. Et alors, il y a ça qui est de ma propre vie, et puis il se trouve que au moment où moi je retrouve la mémoire, les patientes commencent à me parler de violences sexuelles. C'est comme, il y a un phénomène incroyable, c'est que les patientes ne parlaient pas. C'est comme une résonance avec votre histoire. Oui, je me souviens d'une amie qui m'a dit, comme ça, quand moi j'ai retrouvé la mémoire, je lui en ai parlé, elle m'a dit « Ah ben moi, j'ai eu un inceste aussi, tu crois que je devrais en parler à ma psy ?» Voilà ce qu'elle m'avait dit. « Tu crois que je... » Ah ben, je dis « parle-lui, oui quand même !» Mais c'était un monde où on ne parlait pas de ça, même en psy, ce qui est dingue. Ce qui est complètement dingue. Bon. Et puis les patientes se sont mis à me parler, et puis tout d'un coup, moi je suis mis à pouvoir les entendre, donc j'ai mis ça dans mon dernier livre. J'étais donc un psychanalyste sourd avec des patients muets. Donc on n'allait pas bien loin comme ça. Hein. Et sur ce domaine-là, et puis après je m'aperçois que toutes mes patientes ont été abusées, et puis ça a été compliqué aussi puisqu'on disait c'est toi, on disait c'est toi Bruno parce que tu as été abusé. Alors comme tu as été abusé, ce sont les patients qui viennent te voir toi. Oui, je dis mais c'est pas marqué devant chez moi. Oui mais c'est comme ça. Alors, souvent en plus les gens qui disent ça sont des gens qui croient absolument pas à des choses ésotériques et tout, mais par contre là ils y croient, ils disent oui c'est... Et non, c'est qu'après moi je vais m'apercevoir qu'une majorité des gens qui ont un rapport avec la psy ont quelque chose à voir avec les violences sexuelles. Ça va être ma découverte. Bon. Mais c'est ma découverte que j'ai mis là 10 années supplémentaires pour le comprendre. C'est que ça n'a pas été immédiat. Alors il y a ça d'un côté, puis de l'autre côté, il y a la question, pendant ce temps-là, de Freud, où on connaît l'information et on ne veut pas la connaître. On ne veut pas la dire, on ne veut pas la répondre. Et on sait que évidemment, c'est une bombe pour les détracteurs de la psychanalyse. Ils vont dire, oui, quand on a un père pédophile, voilà, on a compris, ça y est. Vous pouvez expliquer justement ce qu'il a mis dans sa théorie au début, en gros, quand il y a des gens qui disaient qu'ils avaient été abusés sexuellement, voilà. Lui, en gros, disait que c'était un fantasme de l'enfant et que c'était pas vrai. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que donc Freud écrit cette lettre-là, enfin, c'est censuré. Bon. Et puis, mais ça c'est pareil, c'est le chemin, c'est mon chemin à moi. C'est qu'au moment où moi je me dis, mais il faut que je parle de ça, puisque donc, j'avais pas fini sur l'histoire parce qu'elle est liée à ça. C'est-à-dire, il se passe ce que moi je vous dis, c'est que moi je retrouve la mémoire, les patientes et tout, je m'aperçois, et tout d'un coup arrive MeToo. Et MeToo. Le phénomène MeToo. C'est-à-dire, il n'y a plus de barrière, le phénomène MeToo arrive, et à ce moment-là, tout le monde parle. Enfin, tout le monde se met à parler. Pas tout le monde parle. Comme ça commence à parler. Et ça parle dans les cabinets de psy. Ça commence à parler dans tous les cabinets de psy, alors que ça n'en parlait pas avant. Ça n'existait pas. Bon. Et moi, à ce moment-là, je décide de faire... quand moi, je décide de faire le livre, je vais voir quelque chose que je n'avais jamais été voir avant, c'est la première théorie de Freud. Pourquoi ? Parce qu'à la fac, on m'avait dit qu'elle n'était pas bonne. Puisque Freud avait dit qu'elle n'était pas bonne. Freud a dit « je me suis trompé ». Donc, on ne m'a jamais donné de texte à étudier à la fac de Freud antérieur
au fait que Freud a changé de théorie. Et moi, je vais découvrir sa première théorie, et c'est celle que je pratique depuis 10 ans. Et j'hallucine. Je me dis, mais tout ce qu'il dit, c'est ce que j'ai mis 10 ans à découvrir. Alors, j'ai pas été voir les textes, parce qu'on m'avait dit que c'était faux. Donc, ce qui se passe, c'est que Freud va donc changer, en 1 an et demi, il va changer de théorie. La première théorie, c'est celle que moi j'ai aujourd'hui, c'est qu'une majorité des gens qui vont pas bien en psy ont quelque chose à voir avec les violences sexuelles. Lui, il dit ça sur tous les hystériques, et il va parler notamment de 2 groupes de patients, un groupe de 13, je crois, un groupe de 18, et il dit tous ont tous été abusés dans leur enfance. C'est pour ça qu'ils vont pas bien. Et il tient cette théorie pendant 1 an, et puis, au même moment, il écrit la lettre à Fliss en disant « Mon père a été un pervers qui a fait ça ». Et puis il écrit une lettre, on va dire, vous voyez, c'est 1897, et fin 1897, il écrit une lettre et il dit j'y crois plus. Il dit je crois plus à ça, et en fait c'est du fantasme. Les patientes mentaient, elles ont inventé, tout ça c'est de l'invention, et à ce moment-là, il sort sa grande théorie de l'Oedipe. C'est, en gros, pour résumer aux femmes, c'est ces femmes sont hystériques parce qu'elles ont trop désiré papa et que c'est insupportable pour elles. Donc c'est pas du tout je me suis trompé, il leur est rien arrivé. Donc quand elles disent papa m'a violé, c'est qu'elles voulaient sortir avec papa. Et qu'elles ont créé. Et ça s'appelle le fantasme. Et à partir de là, ils changent de théorie, et cette théorie va être la théorie qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et alors, ça fait là où c'est compliqué, c'est que ce basculement, entre les 2 théories, vous avez une lettre qui est mon père a été un pervers. Bon, et on comprend évidemment le mécanisme. Alors il y a un double mécanisme, on va dire, il y a 3 mécanismes. Freud était trop en avance. Ça, c'est la première chose. Il ne pouvait pas aller plus vite que... Regardez, c'est il y a 4 ans, donc c'est quoi le mouvement MeToo, on est donc 2017 peut-être, je ne sais plus, enfin voilà. Il ne pouvait pas en 1897 sortir quelque chose qui va ne sortir au niveau de la société qu'en 2017. Donc première des choses. Mais c'est pas suffisant. Alors voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, il a une ambition, c'est normal, il veut être quelqu'un. Et il a cette théorie, il y croit. Il y croit tellement, il dit qu'il a découvert la source du Nil. Donc il dit j'ai trouvé un truc incroyable. Et il va à un congrès de grands psychiatres de l'époque, des plus grands de l'époque, et il se fait rétamer. On lui dit... sur cette théorie-là. Oui, il sort cette théorie-là, et c'est glacial, l'accueil, et ils ne sont pas contents du tout. Et moi, je l'explique très bien, enfin, dans ma tête, sur les 100 psychiatres qui étaient là, peut-être que la moitié abusaient de leurs enfants, ça se trouve déjà. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire, c'était une pratique qui était répandue. Donc, ils n'étaient pas contents. Et alors, il y a ça, donc ça c'est le deuxième élément, ça le bloque. Même si lui, dans ses lettres, il dit c'est des crétins, ils n'ont rien compris. Bon, il dit ça d'abord. Et là, il y a le troisième truc, c'est que... et moi, j'ai suivi le cheminement dans ses lettres. C'est moi ce qui a été important pour moi, c'est de voir, lettre après lettre, comment il en est arrivé à ne plus croire à ça. Et c'est que ça qui lui est arrivé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que c'était insoutenable. Et en plus, il n'avait pas d'analyse, il n'avait pas d'aide, il était tout seul, Freud. Bon. Et c'est insoutenable, et il est rentré dans ce que je connais bien dans les domaines des violences sexuelles, il est rentré dans le déni. C'est-à-dire, il ne savait plus quelque chose qu'il savait. Moi, c'est ma conclusion. C'est-à-dire que c'est ça que le trauma que ça fait. C'est que quelqu'un ne sait plus... Parce qu'il était amnésique de ce qu'on père lui avait fait, mais il n'était pas amnésique de ce qu'il avait fait à ses sœurs et à son frère. Donc, il le savait, mais il ne le savait plus. Il l'a mis de côté. Il l'a occulté, complètement. Il l'a mis de côté. Moi, je dis, c'est ce que font les mères quand elles ouvrent les portes et qu'elles voient leur mari sur leur fille. Elles ferment la porte. Elles ferment la porte et elles font j'ai vu. Et à la limite, leur fille vient, elles disent papa m'a fait ça, elle lui met tarte, elle dit non, c'est pas vrai. Et pourtant, elles l'ont vu. C'est ça que je veux dire. Donc je crois que c'est ce phénomène-là, et à partir de ce moment-là, on part sur la théorie du fantasme, et on y part pour un siècle. Et là, c'est catastrophique. Vous nous expliquer justement les conséquences dans les cabinets des psy. Ce qui se passe déjà, c'est que lui, c'est à partir de ce moment-là, il ne veut plus en entendre parler.
donc il ne l'entend jamais chez ses propres patientes. La théorie va être construite autour de ça, et ça arrange bien tout le monde. C'est pour ça que c'est quelque part un scandale collectif. C'est pour ça que Freud est admis partout. Finalement, on a dit Freud c'est révolutionnaire, c'est subversif, pas tant que ça. Pas tant que ça, par rapport à la condition de la femme, pas du tout. Par rapport à l'humain, oui, mais par rapport à la condition de la femme, absolument pas. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un siècle de fantasmes. Or, pendant ce temps-là, toutes ces personnes abusées vont continuer à aller voir les psys. Et qui vont leur dire que c'est du fantasme. Alors, il faut comprendre, mais il avait les éléments. Premièrement, il y a le problème de l'amnésie. Deuxièmement, alors, premier problème, c'est l'amnésie. C'est que vous avez quelqu'un qui peut venir vous voir. Et moi, c'est ça qui m'est arrivé pour moi-même et pour plein de femmes, notamment des hommes aussi que j'ai reçus. C'est que on se voyait toutes les semaines et ils n'allaient pas bien. Et moi, je ne savais pas pourquoi, mais elles non plus. Parce qu'elles étaient amnésiques. Ils ont oublié. Vraiment. Hein, c'est donc, voilà ce qui s'est passé. Puis il y avait celles qui n'étaient pas amnésiques, et celles qui n'étaient pas amnésiques, on leur disait, elles disaient, mais pourquoi ? Parce que c'est jamais simple. Ce que je veux dire, comme c'est dans la petite enfance, c'est un domaine qui est très très compliqué en plus, puisque les gens vous diront toujours, il m'est rien arrivé, mais moi c'est toujours ce que j'entends. Hein, je dis, vous arrivez quelque chose ? Non mais. Et puis à partir du non mais, on raconte, mais on croit que, on sait, bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre phénomène, c'est que il y a l'amnésie, et il y a aussi ce qu'on appelle le déplacement. C'est que la personne va avoir la mémoire de quelque chose, mais elle est imparfaite. C'est là que Freud va parler de fantasme. Bon. Sauf que, il l'a dit lui-même, au début quand il parle du fantasme, il dit le fantasme c'est ce qui est mis devant pour pouvoir penser ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire en gros, le fantasme permet de réaliser quelque chose que je ne pourrais pas réaliser. C'est un symbole, le fantasme, sinon je ne pourrais pas le nommer. Donc je vais le nommer, et ça sera imparfait par rapport à la chose. Donc ça va être une image. Ça peut être même déplacé. C'est là que c'est très complexe. Hein, ça veut dire, je cite souvent ça, là il y a une femme qui s'appelle Florence Irigoyen, je crois, oui c'est ça, qui a fait un livre qui s'appelle La maison de poupée, et où c'est l'inceste par son père fait avec des romans photos et des petites poupées. Bon. Et à chaque fois qu'elle est dans le roman photo violée par son père se transforme en squelette ou en loup. C'est plus son père. C'est ça le fantasme. Ça veut dire que c'est une déformation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, ça veut dire que c'est déformé. Ça veut dire que des gens peuvent penser par exemple que j'ai vu ça dernièrement, je supervise pas mal de psy, on me raconte des cas comme ça où il y a des patientes qui disent je suis persuadé que c'est mon père, mon père m'a fait quelque chose, et puis à l'étude on pense que non. Il s'est passé quelque chose mais c'est pas le père. Mais c'est pas le père. Mais ça permet quoi le fantasme ? Ça veut dire que ça va être supportable parce que j'ai un cas comme ça où c'est beaucoup plus supportable de penser que c'est son père pour cette personne que de penser que c'est son grand-père parce que ça engage l'histoire de sa mère. Pour protéger sa mère, elle est obligée de dire que c'est son père à elle, et non pas le père de sa mère. Il y a quelque chose qui est très important aussi que vous dites dans votre livre, c'est que souvent les gens, consciemment ou inconsciemment, préfèrent se taire, entre guillemets, et se sacrifier pour le groupe, pour l'entité familiale, bien sûr, plutôt que de survivre, mais de survivre en dehors quelque part. Exactement, on ne peut pas échapper au groupe comme ça. Toute la question de l'inceste, elle est fondamentale à cause de ça. Parce qu'il vaut mieux l'inceste que de perdre le groupe. C'est ce que peut se dire une personne. Et alors, donc, il y a cette complexité-là, et c'était tellement complexe que ça a été tellement plus simple, pour Freud, en tout cas, de dire, il n'y a rien, il y a du fantasme, et à partir de là, il y a le désir oedipien. Et puis, on a analysé comme ça, et puis, à part, il n'y a qu'une personne qui l'a remise en cause, c'est Ferenczi, qui était le premier disciple de Freud. Lui me met en cause, il est banni, il est chassé, il est vilipendé, comme on dit, pendant beaucoup, beaucoup d'années. En France, il a été traduit très tardivement. On ne voulait pas en entendre parler de ce monsieur-là. Pourtant, lui a rappelé, avant de mourir, il a cogné à la porte de Freud par un texte qu'on connaît très bien qui s'appelle La confusion des langues, où il s'adresse presque à Freud et en lui disant « Mais non, il y a vraiment beaucoup d'abus et c'est ça le problème dont il faut qu'on s'occupe. » Et Freud ne veut plus en entendre parler. Et puis, à part Ferenczi,
Bah, tout le monde a dit comme Freud, Mm. jusqu'à aujourd'hui. Mm. Et même les grands théoriciens n'ont pas contredit cette thèse-là. Elle n'a jamais été contredite, réellement. Hein, elle a été le de poids de la façon... société. Pardon ? C'est le poids de la société. Je crois pour moi que c'est le poids de la société, c'est que c'était... personne ne pouvait être en avance. C'est rare les gens en avance sur leur... c'est des... Hein, en France, moi j'en ai cité deux. Alors il y a eu cette personne qui s'appelle Eva Thomas au niveau de l'inceste, parce que j'en parle dans le livre, qui est la première à témoigner à la télévision à visage découvert de l'inceste par son père. Bon. Mais c'est... Voilà, on a des gens, il y a peut-être Christine Angot à un moment donné aussi, puis c'est des ovnis, mais à part ça, c'est personne. Et au niveau théorique, c'est pareil, il y a eu personne. Alors, il y a eu deux personnes, alors en France, il y a eu Marie Balmary, j'en parle aussi, qui, elle, a écrit, mais sans connaître les textes. Elle n'avait pas la vraie version, mais elle a compris ça. Bon. Et puis, il y a la personne qui est à l'origine du fait qu'on ait décensuré les textes de Freud. Cette personne s'appelle Jeffrey Mason. Il est encore vivant, je suis en contact avec lui, on a échangé plusieurs fois. Et Jeffrey Mason est celui qui a permis, notamment en arrivant à faire lâcher la fille de Freud, c'est-à-dire Anna Freud, c'est lui qui a réussi à ce que Anna Freud accepte qu'on prenne les lettres dans leur intégralité. C'est grâce à lui. Bon. Et Jeffrey Mason est celui qui a dit que la question de l'inceste est au cœur, et des violences sexuelles, est au cœur de la psychanalyse. C'est ce qui sous-tend toute la théorie. Ce que moi je reprends là aussi, c'est que ça sous-tend toute la théorie. Bon. Et l'impact va être très important, parce que donc ça va être pendant des années et un siècle, on n'a pas cru les gens qui étaient abusés. Eux-mêmes n'osaient même pas en parler. Et moi, je pose la question, c'est que MeToo arrive, donc ça change la donne, mais ça ne changera pas la donne dans les formations, et ça ne change pas la donne dans le cursus général ou dans la pensée générale. Donc moi, j'ai écrit ce livre pour être la petite pierre pour faire avancer le truc en disant on ne peut pas en rester là. Il faut qu'on révise ça. Voilà, moi, c'est mon but. Pourquoi ? Parce que le reste de la théorie, c'est ça qui est incroyable, et c'est que c'est bien. C'est-à-dire la théorie freudienne, moi je continue à la soutenir dans plein d'aspects, sauf tous les aspects qui sont liés à ça et qui sont carrément, je dirais, faux. Enfin, c'est-à-dire qui ne tiennent pas debout, avec des tas de trucs qui depuis longtemps, pas mal de monde se disait ça ne tient pas debout. Alors on se dit, bah, c'est pas grave, allez, on va faire comme ça et tout. Ben non. Hein, donc il faut réviser ça, et réviser pas simplement chez les freudiens ou les psychanalystes, mais évidemment chez les lacaniens, parce que c'est pareil, et il faut réviser ça dans toute la psychologie, pour qu'on puisse... parce que maintenant, c'est comme si c'était de mon à part. Voilà. Et moi, je suis actuellement professeur dans une faculté privée. Heureusement, ils m'entendent, et j'en ai parlé à la réunion des professeurs en septembre. La parole commence à s'entendre, mais avant, personne ne savait. Je sais moi-même que j'ai un patient qui fait des études de psy actuellement, là, donc on est en 2022. C'est parce qu'il me connaît. Il va faire un exposé à la fac en psychanalyse sur ça, et son prof lui-même ne savait même pas que les lettres étaient censurées. Ouais, donc c'est un prof d'une grande... voilà, c'est une grande faculté parisienne. Son prof ne savait pas lui-même que les lettres étaient censurées. C'est-à-dire... alors après, on va dire, on comprend pourquoi il y a eu une décrédibilisation de la psychanalyse, en disant que c'est pas scientifique. Ben là, c'est pas très scientifique de proposer à ses élèves des lettres sans savoir qu'elles ont été censurées. Alors qu'on devrait le savoir, puisque ça fait partie des recherches. Donc, et pourquoi ? Il ne le sait pas, parce qu'on ne veut pas le savoir. Bon, et d'ailleurs, ce que m'a dit le patient, il m'a dit aussi que le prof a dit, il l'a compris, puisqu'il a regardé les deux versions, il a dit, ah oui, vous avez raison, mais on s'en fout, c'est pas important. Bah non. Ouais. Hein, puis il a continué son cours. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais. Ah, et donc on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si on continue comme ça, on va pas comprendre, et les souffrances vont continuer, parce que dans le cas des violences sexuelles, ce sont des grandes souffrances, et on doit, au niveau de la psy, ce sont, 1, les violences sexuelles, et 2, la question de l'amnésie. Il faut absolument qu'on mette ça sur la table. Comment on fait avec l'amnésie ? On doit... j'ai mis dans mon livre le mail d'une femme qui me dit... qui m'écrit qu'elle a vu un psychiatre, après elle lit mon livre, et après du coup elle comprend qu'il lui est arrivé quelque chose, elle va voir le psychiatre, et le psychiatre lui dit oui, vous avez tous les symptômes pour ça.
il est évident que vous avez quelque chose. Mais on ne va pas travailler là-dessus parce qu'on risque de créer un faux souvenir. Pourquoi on dit ça? Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que, comme il l'a dit, par peur de créer des faux souvenirs. Et c'est possible de créer des faux souvenirs? Bah oui, on peut aussi créer des faux souvenirs. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. Comment faire en sorte pour travailler l'amnésie? Mais on ne peut pas dire je ne vais pas travailler l'amnésie sous prétexte de créer des faux souvenirs. Il faut travailler l'amnésie en faisant attention de ne pas créer des faux souvenirs. Oui, parce que l'amnésie, on le rappelle pour les gens qui nous écoutent, qu'il y a souvent une amnésie suite à une violence sexuelle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont très mal pendant des années, qui ont été abusés sexuellement, mais qui ont perdu le souvenir. C'est un phénomène. C'est-à-dire que cette amnésie traumatique, et elle est très forte justement dans l'âge où il y a, à mon avis, ce que disait Freud à sa première théorie. Freud, dans sa première théorie, dit « Moi, je vois les abus, c'est 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. » C'est ce que j'ai observé, moi. Depuis 10 ans, je n'ai vu que ça. 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce sont les moments des violences sexuelles, diverses et variées. Parce qu'il y a toute la gamme. Ouais. Vous avez la gamme de la perversion, puis vous avez la gamme du geste déplacé. Mais un geste déplacé, c'est quelque chose qu'on va porter toute sa vie. Un geste déplacé. Il n'y a pas de geste déplacé dans ce cadre-là. Donc, et bien là, il y a une amnésie. Mais à ce moment-là, comme l'amnésie n'est jamais réelle, ça va amener justement cette question qui pourrait être celle des faux souvenirs, c'est qu'on ne va pas comprendre qui c'est, on va déplacer, on va savoir... et c'est un long travail, mais il faut absolument que la psy se penche là-dessus et qu'elle trouve des protocoles pour qu'on aille tranquillement dans ce domaine. Mais on ne peut pas ne pas y aller. J'ai un exemple, dernièrement, je donne une formation dans le Sud, et il y a une femme dans cette formation, une psy... où tout de suite, je vois dès la première fois où je la vois, on parle et tout, et il est évident qu'il lui arrive quelque chose, et elle dit pas non, on en parle un peu et tout ça, et puis elle amène un rêve, 3 séances, 3 formations après, et puis elle me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, c'était évident, et on a trouvé dans le rêve qui c'était, et puis ça fait tilt, c'était, comment dire, le mari de la nounou. Ah oui. Mais elle ne pouvait pas le savoir. Là, on peut avoir évidemment un faux souvenir. On va commencer à dire il y a eu un inceste avec son père. Mais non. Donc il y a des techniques pour essayer de comprendre. Et là, c'était évident. C'était évident pour plein de choses. Dans le rêve, on voyait vraiment que c'était le mari de la nounou. On comprend dans le livre d'ailleurs que les rêves, c'est vraiment la voie royale pour découvrir ça. Ah oui, c'est ce que disait Freud. Ouais. Mais pareil, ça demande de l'interprétation. Et ça demande une connaissance du psychotrauma. Parce que, par exemple, les flashs, il faut se méfier des flashs. Les gens disent, j'ai eu un flash. Oula, oui, attention. Pourquoi il faut s'en méfier? Il faut s'en méfier parce que le flash peut déplacer. Ah, d'accord. C'est pas mettre les bons protagonistes, par exemple. Eh oui, c'est le déplacement. C'est pour ça, par exemple, je cite un cas d'un fait divers. Je cite souvent ce cas-là parce que c'est important. C'est une petite fille de 5 ans ou 6 ans, je sais pas, ou plus, 7-8 ans peut-être, qui a accusé son instit, et puis le pauvre, c'était pas lui. Et c'était le père. Mais donc il fallait il fallait qu'elle dénonce. Mais elle pouvait pas, elle a déplacé. L'inconscient fait ça pour se protéger encore un peu? Pour protéger tout le monde, ouais. Pour se protéger, mais c'est-à-dire ce phénomène de déplacement, Freud l'avait vu dans les rêves, et il est extrêmement important dans le cas des violences sexuelles. Donc il faut travailler sur ce déplacement. Ça va déplacer, et souvent ça va plus déplacer que le contraire. Pourquoi en plus? Parce que c'est ce que dit Freud au début sur le fantasme, il dit le fantasme permet de supporter la réalité. Donc le déplacement permet de supporter la réalité. Parce que sinon, c'est pour ça que le flash réel, direct, est terrible. Moi ayant vécu beaucoup de choses, c'est ce que je redoute le plus. Parce que celui-là, il peut vous faire péter un plomb. Il vaut mieux que ça déplace, et il vaut mieux que ça symbolise. Et après, alors c'est tout un travail. Par exemple, honnête, je suis honnête, même avec moi-même, j'ai fait un rêve cette nuit, et évidemment, il y avait 2 abuseurs, il y en avait un, et à un moment donné, mais c'était comme un pistolet d'enfant. Bon. Et puis je vois, il se dresse, ça se dresse, puis après, je comprenais bien que c'était une scène d'abus que j'avais vécue et tout ça, mais on était sur des rails de chemin de fer. Je peux comprendre pourquoi on était sur un rail de chemin de fer. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire que j'étais sur un chemin de fer. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est symbolique. C'est des symboles. Bien entendu que ce n'était pas sur un rail de chemin de fer que ça s'est passé. Mais il faut qu'il y ait des éléments, toujours.
Il y a quelque chose, il y avait un cas que vous racontiez dans votre livre qui était aussi très intéressant d'une jeune femme qui rêve qu'elle a des rapports sexuels avec son petit frère Oui, et qui, c'est pas possible. qui a 3-4 ans alors qu'elle en a 8 Voilà. dans le rêve. Et en fait, c'était un symbole de l'âge mental de son père. Oui, et en même temps de l'âge où elle-même, peut-être les abus ont commencé avec son père. Hein, donc, il faut une traduction, et puis il faut, moi quand je forme des psys ou quand je les supervise, j'essaye bien, ensemble, on essaye bien de comprendre comment ça fonctionne et de dire à la personne, ok, peut-être c'est votre père, mais attendez, des fois il faut attendre des années, il faut attendre 10-20 rêves pour être sûr. Parce qu'à un moment arrive, parce que ça déplace et que ça symbolise, donc il faut faire attention. Et ça va être l'art de la psychanalyse, ça va être de faire ça, mais dans le bon sens. Pas pour ramener aux femmes leurs fantasmes, mais pour leur ramener à ces personnes-là leur vérité dont ils ont besoin pour... et je dis bien leur vérité parce qu'elle a tellement été niée. Ça, c'est une phrase qu'on ne pouvait pas dire avant. Si la vérité, tout de suite, les psys me seraient tombés sur. Ah, mais c'est une vérité reconstruite. Il n'y a pas de vérité. Ben, il y a quand même une vérité. Il s'est bien passé quelque chose. Il y en a une. Alors après, comment on l'a perçu? Évidemment. Hein, si je pense que c'est un loup qui m'a violé, ben, c'est pas un loup. Mais c'est peut-être mon père, voilà. Il a fallu que je pense qu'un loup m'avait violé. C'est ça, là, comment le monde du fantasme. Mais c'est toujours une vérité. Il y a une vérité. Il s'est passé quelque chose. Parce que si on dit aux gens, et on a dit pendant un siècle aux gens, il n'y a pas de vérité. Vous inventez. Votre truc, c'est votre truc, là. Oui, c'est devenu une théorie, en fait. À partir du moment où on disait qu'on avait été abusé, c'était un fantasme. Ouais, et qu'il n'y avait pas de vérité. L'imagination. Et on disait, on appelait ça de la mémoire écran, de la mémoire reconstruite, c'est reconstruit. Hein. Alors écran, oui, parce qu'écran pour cacher autre chose, mais qui est de l'ordre d'une vérité. Est-ce que vous avez vu des espèces Juste pour rappeler aussi quelque chose, c'est que une majorité des gens abusés ne veulent jamais dire qu'ils l'ont été. Ça aussi, c'est très important. On croit que les gens vont... Mais c'est honteux de dire qu'on a été abusé. Personne n'a envie de le dire. Quand on le dit, c'est qu'il s'est passé quelque chose, mais quoi? Sinon, on ne le dit pas, on a autre chose à faire. Et moi, la majorité des gens que je connais à qui il est arrivé quelque chose ont eu tendance à dire non, il ne m'est rien arrivé. Hein, et quand quelqu'un crie sur le toit, il m'est arrivé ça, il faut se dire, il lui est arrivé quelque chose, mais peut-être pas ce qu'elle dit. Mais peut-être que c'est vrai aussi, on ne sait pas. Donc il faut pouvoir, sauf si c'est avéré vraiment clairement, mais comme dans la petite enfance, très compliqué. Puis la question des fellations qui est au centre de la psychanalyse de Freud et tout ça, bah, c'est que justement ce que disaient les pédophiles, c'est que ça ne laisse pas de traces. Une fellation, ça laisse une trace toute la vie, mais le jour même, enfin je veux dire si on fait des analyses génétiques, enfin des analyses ADN, mais sinon ça laisse pas de traces visibles, c'est pas comme la pénétration qui laisse des traces. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a des symptômes un peu typiques de violence sexuelle qu'on peut avoir après? Vous parlez, alors là c'est l'inceste, hein, on est encore un degré au-dessus entre guillemets, des rêves où ils sont peau contre peau. Vous racontez qu'il y a une de vos patientes qui fait un rêve où elle a la peau de son père qui est collée à sa peau. Non, c'est un bracelet. C'est-à-dire, ça, oui, c'est ça. Oui, il y a une patiente aussi qui avait le manteau de son père. Ce que je veux dire, c'est que c'est le manteau de son grand-père. Mais la question de la peau, par exemple, il faut vraiment comprendre ça. Pourquoi maintenant il faut faire attention quand quelqu'un se scarifie, des ados, dès qu'une ado de 14-15 ans se scarifie, à moins que ça soit par contamination mentale, c'est-à-dire qu'elle est dans un collège ou dans un lycée où tout le monde se scarifie, toutes les copines, alors elle fait bon. Mais quand même, il faut se poser cette question-là, si en plus elle est un peu anorexique, si... Pourquoi anorexique? Alors anorexique pour la même raison que... Alors la scarification par exemple, c'est parce que on dit qu'on a l'autre dans la peau. Ça veut dire que c'est comme si l'autre était en nous. Donc en se scarifiant, on l'enlève. Comme les femmes qui prennent une douche quand elles se sont fait violer. Exactement. C'est comme une femme qui prend une douche pendant 2 heures. Elle veut enlever. Donc la scarification demande toujours de se poser la question d'une violence sexuelle. Et on la trouve de façon majoritaire. Hein, donc scarification, anorexie aussi. Pourquoi l'anorexie? Parce que dans l'inconscient, le sexuel c'est manger. C'est pour ça que c'est pour ça que le symbolisme des rêves est spécial. On peut très bien faire un rêve de repas qui est en fait un rêve sexuel. Et on peut rêver d'un acte sexuel et que c'est pas sexuel. Ça déplace, c'est ça qui est compliqué. Ah, oui, ça déplace tout le temps. Donc mais pas tout le temps en plus. Il faut essayer de comprendre. Bon. Et là, vraiment, c'est très complexe, mais c'est vraiment ça pour moi. Et j'ai travaillé avec des anorexiques il y a longtemps, hein, et justement il y a 20 ans, on n'y comprenait rien. J'avais même eu
Personne ne comprenait rien. Moi, je les voyais mourir. Voilà, j'ai travaillé des anorexiques à l'Hôtel Dieu et tout. On les voyait mourir et puis on comprenait rien. Bon, et moi maintenant, je me poserai la question. Et c'est en plus pas forcément leurs parents. Leurs parents étaient présents. La violence sexuelle, ça peut être un voisin, ça peut être un grand-oncle, un grand-père, un grand frère, ce qu'on veut. Mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. Et l'anorexie, c'est comme si l'autre est dans son corps. Donc on l'affame. Et en même temps, il y a ce mouvement où l'autre est dans son corps à soi, et en même temps, on lui donne plus rien à manger aussi. Hein, donc on a des filles comme ça qui se masculinisent. Il faut comprendre ça aussi, surtout au moment où on parle beaucoup du genre. Ok, mais il y a des filles qui vont se masculiniser pour ne plus être des filles, parce que être fille égale donner à manger au prédateur. On est à ce moment-là, on est dans un corps qui se mange comme dans le mode des animaux prédateurs. Donc je lui donne plus à manger. Anorexie, je coupe les vivres. C'est comme ça Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a de la haine pour l'agresseur. Donc c'est tout ce travail qu'il faut avoir de haine pour celui qui nous a agressé sexuellement, parce que c'est cette haine qui va se transformer en anorexie. Comment ça se fait? C'est de la haine contre l'autre à l'intérieur de moi-même. Ah. Donc c'est une haine colossale. C'est pour ça que c'est ce qui m'a fait comprendre que ces filles, je les voyais mourir le sourire aux lèvres, et je ne comprenais pas. Je me disais, Ah ouais, parce qu'elles elles souriaient, et 2-3 jours après, elles étaient mortes. C'était incroyable. Hein, il faut en avoir de la haine pour ça. Donc à ce moment-là, il y a la haine de l'autre en soi, quoi, et de la haine contre soi, parce qu'on se déteste. Aussi, c'est les gens abusés, tous les gens abusés connaissent ce truc-là. On va haïr les autres, on se déteste, on a honte de tout, on a peut-être encore plus honte de soi que des autres, mais on a honte des autres aussi. Enfin voilà, ça rend fou. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne nous apprécient pas forcément, ou on s'aime Mais pas, ça, c'est etc. autre chose. Quelle est la différence justement? La différence, c'est que tout le monde n'est pas anorexique. Ouais, donc là c'est vraiment poussé à l'extrême. Pour moi, c'est une haine de soi et de l'autre poussée à l'extrême. C'est-à-dire, c'est redoutable l'anorexie. Hein. C'est absolument redoutable. Il faut se poser la question, en tout cas. Hein, est-ce que c'est à tous les coups comme ça? Je pense quand même que oui, beaucoup, beaucoup. Et quand vous avez les deux, c'est un peu, comme je dis, le Covid, vous avez plus d'odorat, vous avez la fièvre et vous avez de la toux. On peut penser que vous avez le Covid. Bon, voilà. Là, si vous avez quelqu'un qui fait l'anorexie, qui a des troubles sexuels et qui se scarifie, vous pouvez vous dire, aïe. On devrait se poser la question. Et comme par hasard, ça arrive à quel âge? À l'âge où les hormones montent, 14-15 ans. La sexualité monte. Hop, c'est à cet âge-là. Oui, c'est logique. Est-ce que vous avez vu, vous, dans vos patientes, ou patients aussi d'ailleurs, d'autres symptômes qui sont assez, qui doivent interroger sur les violences sexuelles? C'est pour ça que pour revenir là à la théorie, au livre et tout ça, sur le fait qu'il faut que dans les formations, par rapport à la psychanalyse notamment, c'est-à-dire, c'est comme si les psys s'occupaient pas du corps. C'est pour ça que beaucoup de gens c'est fou le nombre de personnes qui m'ont dit j'aimerais faire une psy avec quelqu'un qui travaille avec le corps. Hein, cette demande, elle vient des gens. Parce que les gens se sont aperçus qu'on avait tout mis du côté de l'esprit. Bon. Ça veut dire que comme on était du côté de l'esprit, on ne regardait même pas les symptômes des gens. Donc ça veut dire que moi je l'ai vu, j'ai mis des textes dans mon dernier livre, un texte comme ça redoutable où une femme a tous les marqueurs de la violence sexuelle et la psy, il n'y a pas un endroit où elle va poser la question. C'est comme si elle lui amenait sur un plateau, elle lui dit même elle dit, moi j'ai le sentiment que mon père va me violer tout le temps, elle lui amène ça et elle capte pas, bon. Et alors que cette femme a tous les symptômes, tentative de suicide, anorexie, scarification, quand vous avez ça, il faut se poser la question. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à reconnaître comment le corps peut être impacté. Et il y a énormément de maladies. Et donc, il y a quelques médecins qui s'intéressent à ça maintenant. Il y a des psychiatres. Là, j'ai fait un colloque dernièrement avec des psychiatres qui maintenant commencent à se dire, quand il y a telle sorte de maladie, il faut se poser des questions. Moi, ce que j'ai repéré en tout cas, et puis je ne suis pas le seul, hein, vous avez Violaine Guérin qui était endocrinologue, qui a beaucoup travaillé là-dessus. De toutes les maladies thyroïdes, elle c'est ce qu'elle a vu. Il y a beaucoup de maladies thyroïdes qui sont liées à ça, mais vous avez toutes les maladies qui par rapport aux nerfs, comme par exemple
Alors, attendez que ça me revienne le nom, parce qu'à chaque fois j'ai du mal, à chaque fois je passe par un moyen mnémotechnique qui est... c'est Internet, j'ai oublié le truc. Non, c'est ça, je pensais à la fibre. Fibromyalgie. La fibromyalgie, par exemple. Fibromyalgie est un grand marqueur. C'est des douleurs. Alors la fibromyalgie, c'est quoi? C'est des douleurs qui apparaissent un peu partout? Oui, partout, et puis c'est insupportable. C'est-à-dire, c'est comme si tous les circuits nerveux sont touchés. Et moi, c'est ce que je m'aperçois. Quand on est abusé, tout est touché parce que la violence de l'affaire vient dans un corps, et je dis bien enfant, vient dans un corps qui n'a pas qui ne peut pas le supporter. C'est comme si vous avez un fil électrique trop fin, quoi. Donc il ne peut pas supporter la charge électrique, c'est trop fort. Donc il crame, c'est pour ça que je dis que les gens sont brûlés comme ça, et ils vont avoir des symptômes comme des grands brûlés, enfin, c'est comme si leur corps est brûlé, et évidemment, c'est pas tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui est comme ça, c'est parce qu'il y a la vie qui fait qu'un enfant, ça va, puis plus il vieillit, plus les fonctions... C'est un petit peu comme vous avez un choc des fois même dans une voiture et tout, et elle ne va pas casser forcément maintenant, elle va casser plus tard. Parce qu'après, vous avez l'usure, ça va faire une usure, et puis ainsi de suite, puis à un moment, ça casse. Bon. Et c'est comme ça que ça fait comme ça dans la vie, ce qui fait que des gens vont déclencher la fibromyalgie, parfois tôt et parfois plus tard. Et plus on vieillit, plus les gens abusés vont développer des symptômes. Ou alors ils vont s'arc-bouter pour ne pas développer les symptômes, et du coup, ils vont en faire un autre. Hein, on ne peut pas, ce sont des mémoires. C'est-à-dire, les mémoires ressortent. Voilà, c'est ça qui est terrible, la mémoire du corps, quoi. Ouais, donc le corps, c'est vraiment le premier indice, quelque part? C'est le premier indice, et c'est pour ça que dans la position, dans une optique de guérison, il faut absolument que les symptômes du corps puissent être reliés à ce qui s'est passé, au psychisme. Sinon, le corps, lui, va s'emballer. C'est lui qui aura la loi. Et dans ce cas-là, on va faire de graves maladies sans jamais savoir pourquoi on l'a fait. Pourquoi on l'a fait si tôt? Souvent, ça va être tôt ou tard. Et alors, dans les pistes de guérison, entre guillemets, il y a la parole, j'imagine? Il y a tous les... À ce moment-là, quand les gens ont... Alors voici un autre défaut de la psychanalyse, c'est d'avoir pensé qu'elle pouvait répondre à tout, ce qui a été Il était interdit d'aller faire autre chose, quoi. Ce qui est une erreur, c'est grave, quoi. Non. Il faut aller toucher l'émotionnel, il faut aller toucher le physique, il faut toucher plein de trucs, l'énergétique et tout ça. Donc il faut plein de thérapeutes quand on était abusé. Et la parole est extrêmement importante, mais pas suffisante. Il faut pouvoir avoir des techniques pour dissoudre l'émotion parasite, pour pouvoir... Après, c'est tout un tas de mécanismes qui vont dépasser le cadre de la parole. C'est psychocorporel de façon très forte. C'est dans le corps toute la journée, en tout cas. Ça peut être quoi comme technique, par exemple? Je pense que toutes les techniques sont bonnes. Là, je ne peux pas en privilégier une. Moi, pour moi-même, j'utilise beaucoup le tai chi parce que sans ça, je ne pourrais pas vivre. Ah oui, le tai chi, c'est un art ancestral chinois. C'est pas une technique récente. Ah oui, non, moi j'utilise ça. Hein. Plus des techniques, moi j'en ai mis une au point. Alors il y a le MDR que j'ai beaucoup fait, puis moi j'ai inventé une technique qui s'appelle le TABC, qui est de plus en plus faite. Qu'est-ce que c'est que j'ai mis au point. C'est une technique justement, qui est reliée à mon expérience du tai chi et puis de l'EMDR et d'une technique qui s'appelle le brain spotting. Et ça, c'est vraiment pour retraiter les émotions petit à petit. Ce qu'il faut, c'est retraiter les émotions. C'est comme du pu, quoi. D'accord. Donc, il faut enlever le pu, puis nettoyer la plaie, enlever le pu qui ressort. Voilà, c'est comme ça. Hein, et évidemment, la psychanalyse, que je pense réviser, qui peut être exceptionnellement forte pour aider. Parce que c'était bien la première théorie de Freud. Ça, moi, je dis, je fais la première théorie de Freud. Je fais une théorie qui est de 1897. Je trouve que c'est la meilleure. C'est fou. C'est assez fou. Hein. Oui, mais qui a été abandonnée. Non, elle est 1896, c'est en 97 qu'elle n'y croit plus. Mais en 1896, il a à peu près compris le canevas. Il a compris le truc. C'est terrible parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et on en perd encore maintenant. C'est pour ça que je suis virulent maintenant. Parce que j'ai sorti ce livre en sachant que c'était pas facile, que ça pouvait même être dangereux, peut-être pour moi, j'en sais rien, mais c'est vraiment important. On ne peut pas dire ah, ça y est, il y a eu MeToo, c'est fait, allez, on va passer à autre chose. On ne peut pas parce que c'est sous-tendu
par ça. C'est une fille de la fac, une de mes élèves il y a 2 ans à la fac qui m'a dit mais si une femme est violée, est-ce que je peux la croire? Elle m'a dit ça en tant que psy. Et je lui ai dit mais pourquoi vous me dites ça? On voit bien que la théorie était déjà là. Ça veut dire qu'a priori je reçois une femme, je la crois pas. Et on la croit pas, c'est dingue quand on y pense. Eh ben oui, mais parce que c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est ce qu'a fait la psy, et elle doit dire, on le fait plus. C'est-à-dire d'abord elle doit le reconnaître, un certain monde de la psy, et quand je dis le monde de la psy, c'est tout le monde, c'est pas que la psychanalyse, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, ils sont en première poste, eux aussi ne voient pas ça. Eux aussi ont des symptômes, ils n'arrivent pas à comprendre que ça pourrait être les symptômes. Évidemment, il y a dans la psychiatrie qui le comprennent, mais il y en a qui ne le comprennent pas. C'est pas dans les classiques de la psychiatrie. On voit pas ça dans les grands classiques de la psychiatrie. Bon. Et puis la psychologie aussi, pareil. Psychologues, ils sont sous-tendus par la psychanalyse ou par des choses comme ça. Il faut que tout ce monde-là se dise, on n'a pas bien vu, et maintenant il faut qu'on voit. Parce que c'est eux qui seront toujours en première ligne. Si les chiffres actuels disent qu'il y a 160, c'est les chiffres qui sont à l'Assemblée nationale qui disent qu'il y a 160 000 enfants par an qui sont abusés, ça veut dire que ces 160 000 enfants, dans 10 ans, ils seront 1 million. C'est ça, 160 000, je multiplie par 10, ça fait 1 million. S'il y avait 1 600 000 personnes qui n'iront pas bien, il faut déjà les prendre en charge. Et puis dont une partie peut reproduire aussi. Évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là et qu'il faut que ça soit dans les fondamentaux. Donc ce que j'ai mis aussi dans mon dernier livre, c'est comment se fait-il que je reçois sans arrêt des mails de gens qui me disent « Connaîtriez-vous un psy qui puisse m'aider sur les violences sexuelles ?» C'est bizarre. Oui, ça me fait penser au plombier ou au garagiste. Connais-tu un bon garagiste? Est-ce qu'on connaît un bon garagiste pour ne pas me faire voler ou un plombier qui ne me vole pas? Ça voudrait dire que est-ce qu'on connaît un psy qui traiterait les violences sexuelles? Parce que je trouve ça assez incroyable. Ah oui. C'est comme si moi on vient voir, on me dit est-ce que tu connais un dentiste qui traite les caries? Parce que j'ai une grosse carie, quoi. Attends, je sais pas, je vais téléphoner, parce qu'on va lui demander au dentiste est-ce que vous faites les caries? Mais c'est ils vont les traiter, mais en disant que c'est faux, quelque part. Oui, mais ce que je veux dire, oui, en disant que c'est faux, mais ce qui est une façon de ne pas les traiter. C'est ça. Mais là, on voit bien que la question, elle dit bien que ce problème-là a été jusqu'à aujourd'hui, donc il faut changer ça, et j'espère que ça va le faire, mais je suis pas sûr. Parce que c'est sociétal, et que la société, elle a du mal. Alors, toute innovation met toujours beaucoup de temps. Alors c'est Dorothée Ducy, que je crois qu'il dit ça, elle dit c'est pas l'inceste qui est interdit, c'est d'en parler qui est interdit. Donc c'est la même chose. C'est comme si la psy était responsable de cette parole-là ou pas, et c'est pour ça que ça me semble absolument une bataille extrêmement importante. C'est-à-dire, bon, si c'est pas maintenant, j'espère que ça sera dans quelques années, mais sinon on va avoir des problèmes. Et puis on va avoir beaucoup de problèmes, puisque la foule de personnes qui maintenant... et puis dans cette foule de personnes, il va falloir discriminer. Parce qu'il va falloir aussi qu'on ait des techniques pour se dire « Ah ben non, mais la personne là, elle est en train d'accuser son père. Et ça arrive de plus en plus. Ça devient très compliqué. Donc il va falloir qu'on soit formé pour ça. Et justement, pour terminer cet entretien, les personnes justement qui vous disent « Vous ne connaissez pas un psy qui traite les violences sexuelles », qu'est-ce que vous leur dites? Eh ben moi je leur dis, je connais des gens que j'ai formés parce que je les ai bassinés avec ça depuis des années, et puis même qu'on me l'a reproché en disant que je ne parlais que de ça, mais au moins ceux-là sont au courant. Maintenant les autres, je peux pas dire, moi je ne sais pas comment ils travaillent là-dessus et tout. Moi par exemple, je dis, on doit mettre ça au centre. Ben, c'est moi qui le dis, mais si on ne le met pas au centre, on ne va pas y arriver. Parce que toute la vie, toute la vie d'une personne abusée est tendue par ça, elle est 24 heures sur 24. Comment elle mange, comment elle dort, comment elle fait l'amour, comment elle marche, comment est son corps. Tout est tendu par ça. Donc, ne pas le mettre au centre, ça veut dire qu'on va commencer à aller en périphérie et puis qu'on va se perdre. Et après, on va dire que les psys tournent en rond. On ne tourne pas en rond parce qu'il faut aller droit au but. Si c'est ça qui nous est arrivé, il faut travailler ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça occupe tout, parce qu'il y a quelque chose de l'humain là qui est incroyable, parce que ça a Parce que quand on regarde, moi j'en ai eu des traumatismes, mais je regarde à chaque fois, il n'y a rien à faire. C'est les traumatismes sexuels les plus forts.
ceux en plus qui ont été accompagnés de violence sont les plus forts. Hein. Parce que il y a ceux qui ont été faits par ruse. Mais ceux qui en plus se sont accompagnés de sadisme et de folie un peu sadique et meurtrière, ceux-là c'est vraiment très dur à guérir, c'est très compliqué. Donc autant s'en occuper vite, le plus vite possible, et puis beaucoup pour arriver à mieux vivre. Bien sûr. Voilà. Et on peut acheter votre livre aussi, ça peut aussi aider. On peut au moins pour voir, comprendre un peu, puis au moins se rendre compte que je raconte pas des sottises. J'essaie de développer bien l'affaire et de montrer théoriquement dans toutes les théories comment toutes les théories ont été impactées par ça, toutes. Comment personne n'a voulu voir. C'est pour ça que j'ai mis il ne savait pas. Enfin, il ne voulait pas savoir ou il savait pas. Mais personne n'a été épargné par ça, quoi. C'est pas vrai, quoi. Il y a des gens qui me disent mais si, j'ai fait dernièrement un film sur Freud qui parle de ça, là, qui a été fait par Michel Maignan. Et j'étais à la projection et il y avait une psy qui était très en colère contre qu'on parle de tout ça et tout ça. Puis elle me disait mais non, mais les psys, puis moi à la fac, on me l'avait dit, tout ça. Puis moi, comme on était de la même fac, ça n'a pas été compliqué. Je lui ai dit bah c'est pas possible, quels étaient vos profs? Elle m'a dit ah, bah je les connais aussi. Donc je vois pas comment ils ont pu en parler, parce qu'on n'en parlait pas, c'est pas vrai. Quoi. Personne n'était en avance là-dessus. Hein, c'est une société complète, quoi. Personne n'était en avance dans le milieu du spectacle, personne n'était en avance dans aucun milieu. Il n'y a aucun milieu, si, il y en avait, puis il se faisait tirer dessus tout de suite, si jamais il sortait la main en disant mais on va peut-être arrêter de violer les jeunes filles quand elles arrivent là. Mais non, allez, dégagez. Donc c'était ça partout, voilà, dans tous les milieux. Donc c'est ça qui doit changer, et puis on va voir si ça va changer. Voilà. On l'espère en tout cas. Ouais, on l'espère. Ouais. Bon, mais merci. Hein. Merci à vous.